Retour à présent sur un épisode qui soulève pas mal d'interrogations. Au début du mois d'avril, les autorités allemandes ont amarré un cargo russe transportant de l'uranium enrichi en direction des États-Unis. Les explications de Nicolas de Lamberterie. Début avril 2024, plusieurs articles de presse ont révélé qu'un navire russe, l'Atlantic Navigator 2, a été amarré dans le port allemand de Rostock, où il se trouve toujours actuellement. La raison de la présence de ce navire à Rostock tient à une mésaventure technique, le navire étant parti de Saint-Pétersbourg en direction des États-Unis d'Amérique, mais a rencontré une panne de moteur, l'obligeant à s'arrêter en Allemagne en vue d'être réparé. Et c'est là que les choses se sont compliquées. Les autorités douanières allemandes ont examiné le contenu des marchandises transportées. Figurait d'une part de l'uranium enrichi, destiné au fonctionnement des centrales nucléaires des États-Unis, et d'autre part du bois de bouleau, provenant d'usines appartenant à un oligarque russe figurant sur la liste des sanctions de l'Union européenne. Et c'est donc pour cette raison, le bois de bouleau, et non pas pour l'uranium, que le navire a été détenu par les autorités allemandes, puisque le navire avait franchi les eaux territoriales de la République fédérale d'Allemagne. Au travers de cette anecdote, on apprend donc que les États-Unis, censément en conflit indirect avec la Russie en Ukraine, continuent d'importer des matières premières russes et que la Russie, qui affirme être en conflit avec un Occident qualifié d'empire du mensonge, continue à fournir l'uranium indispensable au fonctionnement des centrales nucléaires américaines. Et qu'au milieu de tout cela, l'Europe, sous influence principalement américaine, prend davantage de sanctions contre la Russie que ne le font les États-Unis eux-mêmes. Sur le plateau de TV Liberté, il y a quelques jours, Alain Juillet avait déjà évoqué cette hypocrisie dont le grand perdant est l'Europe. On sait maintenant qu'une partie du pétrole russe qui ne part plus ou du gaz qui ne part plus en Europe directement passe par l'Inde et repart ensuite chez nous. C'est-à-dire que ça nous coûte plus cher, mais l'origine est la même. Mais l'Inde prend son billet au passage. Oui. Maintenant, après 2 ans de guerre en Ukraine, quand on regarde le résultat aujourd'hui, il est certain que l'Europe est considérablement affaiblie depuis le démarrage de cette guerre en Ukraine, et que les États-Unis en tirent parti, puisque les États-Unis sont maintenant pratiquement le principal fournisseur de gaz. Or, ils nous vendent le gaz de schiste américain, entre parenthèses, beaucoup plus cher qu'il n'est vendu aux États-Unis, aux compagnies, aux particuliers américains. Donc, si vous voulez, c'est du tout bénéfice. Par ailleurs, en dépit de la dimension humainement assez importante du conflit en Ukraine depuis plus de 2 ans, il est intéressant de noter que du pétrole russe transite toujours par l'Ukraine en direction de l'Europe, que ces oléoducs n'ont jamais été endommagés et que la société Gazprom effectue toujours les versements qu'elle doit à l'État ukrainien en vertu de la taxe de transit du pétrole. L'auteur et blogueur Modeste Schwartz va du coup jusqu'à s'interroger sur la réalité des sanctions anti-russes, ou en tout cas pose des questions pour le moins iconoclastes sur les véritables cibles de ces sanctions. Ça peut étonner, mais enfin ça étonnera ceux qui ne savent pas qu'il n'y a pas de sanctions sur l'uranium. Et que d'ailleurs, moi j'irais un peu plus loin, je dirais qu'il n'y a pas de sanctions anti-russes. C'est ce qu'on explique, alors on argumente sans arrêt pour et contre les sanctions, pour expliquer que les uns qu'elles sont utiles, les autres qu'elles sont inutiles. Je pense que la question est mal posée, il faudrait surtout voir à qui profitent les sanctions, parce que évidemment elles nuisent aussi à beaucoup de gens, avant tout à la classe moyenne européenne, mais en même temps elles profitent. Il y a beaucoup de gens en Chine, en Inde et d'ailleurs aussi en Occident. Et j'ajouterais en Russie, pour qui les sanctions sont une affaire formidable. On avait compté à la veille de l'opération militaire spéciale en Russie, à l'époque 88 milliardaires recensés. Le calcul a été refait il y a à peu près 1 an ou 6 mois, enfin dans le courant de l'année 2023. Ils étaient déjà 114, et alors même que certains, entre-temps, ont renoncé à la citoyenneté russe. En Occident, les choses sont un peu plus compliquées, se présentent de manière moins massive, ça passe souvent par des fonds d'investissement, etc. Donc le décompte et le rapport de cause à effet est peut-être plus difficile à établir, mais je pense qu'on doit être dans les mêmes proportions. Donc il y a une hyperclasse que les sanctions enrichissent brutalement, pendant qu'elles appauvrissent tout aussi brutalement la classe moyenne occidentale.
Et tout cela est couvert par ce bruit médiatique de la Troisième Guerre mondiale, de l'affrontement probablement nucléaire imminent entre la Russie et l'OTAN, qu'on vous promet de 2 semaines en 2 semaines. Hein, c'est la jurisprudence Covid, hein, ça va toujours durer 2 semaines. Bon, ça dure 2 semaines depuis 2 ans. Quand on prend les unes après les autres toutes les sanctions qui ont été adoptées, et on sait qu'il y en a des dizaines de milliers au total, on se rend compte que les plus importantes, celles qui auraient pu affecter une certaine vulnérabilité du système russe, ont toujours et systématiquement été adoptées à un moment de la chronologie où il était très facile de savoir qu'elles n'auraient pas d'impact, ou alors l'impact qu'elles ont aussi chez nous, hein, c'est-à-dire qu'en Russie aussi, il y a une classe moyenne qui s'appauvrit, et des milliardaires qui sont de plus en plus nombreux et qui ont de plus en plus de milliards. Donc la vraie question qu'il faudrait se poser à un moment, c'est qui est-ce que les sanctions visent vraiment ? Les faux débats continuent en Europe, tout comme le déclin extrêmement rapide du vieux continent, tandis que les causes de ce déclin sont systématiquement éludées par des écrans de fumée. Et plus personne ou presque dans le débat électoral ne semblant désireux de prendre le bon taureau par les cornes, il est assez peu probable que les élections européennes de juin débouchent sur un quelconque rebond d'un continent qui n'en finit plus de s'affaisser au profit des autres puissances et des oligarchies qui le dépouillent.